Il nous apparaît que Jacqueline est irremplaçable. Elle est l'ange du foyer. Elle s'occupe de toute la vie pratique, courante. Ôter de l'esprit de Picasso toutes les difficultés qui s'attachent obligatoirement à la vie d'un homme et d'un artiste comme Picasso, c'est déjà énorme. Mais il y a aussi la nécessité pour elle d'aider dans le domaine de la création même, ne serait-ce que par l'organisation quand il y a certaines expositions, aider à faire le choix, remuer les toiles, savoir où se trouve tel ou tel objet. Puis, par exemple, certaines linogravures que Picasso avait faites, eh bien, je sais que c'est lui et Jacqueline qui ont tiré cette linogravure. Gardons la mesure des choses. C'est lui le créateur, pas elle. Mais quel rôle elle joue? Je dis, c'est un rôle immense, c'est un rôle irremplaçable. Jacqueline a toujours été une personne que j'ai vue sans cesse à aider tout le monde, à aider ceux qui viennent solliciter Picasso, que parce qu'elle considérait que c'est une façon d'aider Picasso lui-même. Monsieur Dorla-Suchère, conservateur du musée d'Antibes. Picasso a toujours été, dans sa vie, dans ses rapports, dans sa communicabilité avec les autres, dans sa transparence, a toujours été sans aucun obstacle. Je me souviens, quand il habitait à la Californie, il couchait dans une chambre dont le lit était fait avec des planches. Il n'y avait pas un fauteuil dans la salle. On s'asseyait sur son lit quand on venait le voir. C'était un homme donc qui avait le plus grand et le plus parfait mépris pour tout ce que j'appellerais la consommation moderne. Son appartement n'avait aucun meuble, il était encombré de caisses et il était comme un prince au milieu de ce vide. On sentait qu'il remplissait lui-même et à lui seul tout l'espace. Si je me permettais de dire quelque chose qui pourrait paraître énorme, puisque Picasso laissera de lui dans la postérité l'idée d'un immense artiste, d'un peintre peut-être le plus grand du XXe siècle. Mais moi, je pense que l'homme est bien supérieur au peintre. Et je préfère Picasso à sa peinture. Je préfère l'homme à sa peinture, c'est tout dire. Picasso a beaucoup d'humour, mais ce n'est jamais un a priori d'humour. La nature de sa personnalité le porte à parler le plus souvent par boutade. Seulement ce ne sont pas des boutades en soi, il y a toujours avec la boutade, qui est ce qui frappe d'abord, une pensée très profonde dans la courte réflexion à l'emporte-pièce dont on est trop facilement tenté de ne retenir que l'humour. Il est cordial, mais simple et direct. Il n'aime pas les conversations mondaines. Mais il aime parler notamment de métier avec ceux qu'il rencontre. Par exemple, il est curieux du métier des autres hommes. Il aime questionner un ouvrier sur son travail, et ce n'est pas gratuit. Il en tire quelque chose, il tire quelque chose de tout. Dans une conversation avec André Malraux, Picasso a dit « La peinture, c'est la liberté. À force de sauter, on peut retomber du mauvais côté de la corde. Mais si on ne risque pas de se casser la gueule, comment faire? On ne saute pas du tout. » Il faut réveiller les gens, bouleverser leur façon d'identifier les choses. Il faudrait créer des images inacceptables, que les gens écument, les forcer à comprendre qu'ils vivent dans un drôle de monde, un monde pas rassurant, un monde pas comme ils croient. Picasso a 89 ans, en train de graver sur cuivre. Les frères Cromlinck, qui tirent les épreuves de Picasso avec une presse à main, disent « Les maîtres de la planche gravée n'en sont pas à leur première surprise avec Picasso. On le voit non seulement surmonter toutes les difficultés du métier, mais encore pousser au-delà pour obtenir des résultats jugés jusque-là irréalisables. Être graveur pour Picasso, c'est tout d'abord être artisan et fouiller tous les secrets du métier avec patience et amour. » Ce qui lui importe, c'est le métal gravé qui contient en lui-même sa fin et son originalité, en dehors du moyen qu'il offre par impression de multiplier l'œuvre.
Même si l'on ne tirait qu'une seule épreuve de chaque cuivre, Picasso l'a dit lui-même, il resterait attaché à cette manière de s'exprimer. Daniel-Henri Kahnweiler. Il fait des eaux fortes maintenant parce que les frères Crommelin sont à Mougins. Et ce qu'il lui fallait à lui, c'est quelqu'un qui vienne le soir même prendre la planche et lui donne une épreuve le lendemain matin. Il veut continuer, il veut voir le résultat et continuer. Aldo Crommelin dit « Constamment en éveil et pressé par sa verve, il imagine des procédés nouveaux, sans dédaigner pour autant les manières traditionnelles qu'il emploie avec la même maîtrise. Son étonnante rapidité de main, alliée à son égale rapidité d'esprit, sa vision d'ensemble, lui permettent d'accomplir en un seul état ce que d'autres seraient obligés de répartir en plusieurs phases. Ce désir de dire vite n'exclut pas la patience quand celle-ci lui apparaît nécessaire. Certaines gravures, telles la plus grande des scènes de cirque, ont comporté de nombreux états. Mais il s'agissait bien moins de corriger que de pousser plus avant, d'ajouter, de préciser et de faire rendre au thème tout ce qu'il pouvait rendre. Il ne cesse d'explorer, et son impatience est toujours grande d'en voir, premier témoignage de son travail, l'épreuve aussitôt tirée. L'épreuve, premier état. Virtuose de n'importe quel outil de graveur, il arrache à la matière les effets les plus subtils, et ce n'est pas étonnant que Picasso ait foi dans une expérimentation incessante, et que 5, 10 et même 30 états lui soient nécessaires avant qu'un chef-d'œuvre parfait sorte de ses mains, auquel il hésite encore souvent à accorder le bon à tirer. L'épreuve, deuxième état. En étudiant les états, on arrive à se faire une idée de la méthode de travail de Picasso, de sa constante recherche de formes d'expression nouvelles et des scrupules qui guident sa démarche. L'épreuve, troisième état. Picasso retravaille le cuivre. Quatrième état. Cinquième état. Sixième état. Picasso modifie le nez du personnage. Aldo Crommelin. Il y a des difficultés propres à la gravure traditionnelle, disons, et lui les mélange chacune, de sorte que la plupart de ces planches sont gravées tellement qu'en un état, elles paraissent, par les techniques présentes ensemble, élaborées longuement par états successifs. Il doit savoir très exactement, très précisément ce qu'il veut faire, parce qu'au moment de l'exécution, on n'a pas de contrôle visuel sur ce qu'on fait. Jaime Sebartès. Chez lui, le travail, c'est un besoin. Je crois que c'est un besoin physique. Quand il ne travaille pas, alors il n'est pas heureux. Quelquefois, j'ai pensé en le voyant dessiner. J'avais l'impression qu'il suivait une ligne qui était sur le papier. Et une fois que je lui ai dit à Picasso cela, il m'a dit il y a quelque chose de ça. Une fois, il m'a dit que pour lui, le travail, c'est pour ne pas se jeter par la fenêtre. Je trouve que quand il fait une chose, il la fait toujours en pleine franchise. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de ce que les gens diront. C'est lui qui charge de là parce que dans son esprit ou dans son corps, ça, c'est de trop. Il faut qu'il s'en débarrasse. Dernier état. Sabartès a dit « La force de Picasso tient d'abord à ce que sa volonté, loin de s'éparpiller, se concentre sur un point précis, comme si un aimant attirait toutes ses facultés en un faisceau dont il fait ce qu'il veut, car plus que quiconque, il sait ce que signifie vouloir, c'est pouvoir. » Une série de gravures 68-69. Jean-Valéry Radeau.
crois qu'il faut envisager Picasso comme peintre, et puis il faut envisager Picasso comme un graphique. Comme un graphique, évidemment, dans les arts graphiques, où il est un maître, n'est-ce pas? Si vous voulez, c'est un moyen ou un but pour lui. On ne peut pas se substituer à la pensée de l'artiste. Mais enfin, il a produit de tels chefs-d'œuvre dans le dessin et aussi dans la gravure qu'il faut considérer Picasso graveur, faisant des recherches souvent parallèles, évidemment, à celles du peintre, mais il faut le considérer comme un grand maître de l'art graphique. Quelquefois, pendant qu'on regarde des cartons pleins de gravures, Picasso commande ses techniques. Là, c'est au sucre. Là, c'est avec l'acide au pinceau. Ce qui est magnifique avec l'acide, c'est qu'on ne voit rien. C'est comme avec de l'eau. Là, c'est avec un crayon lithographique. C'est terrible en même temps parce que c'est très gras. Ça, c'est une pointe sèche. Picasso se demande si les gens se rendent compte que ces gravures, où il y a d'extraordinaires innovations techniques selon les graveurs les plus savants et des tours de force réputés impossibles, que ces gravures, du point de vue métier, ne sont pas si mal que ça. Jean-Valéry Radaud. Picasso est un très grand peintre, mais s'il n'était pas peintre, s'il s'était contenté simplement de dessiner et de graver, cela lui aurait suffi pour être un très grand artiste, un grand maître. Picasso signe des épreuves. Charles Feld. On a bien le sentiment que si Picasso n'avait pas existé, il aurait fallu tout de même l'inventer, car il me semble que le monde aurait été considérablement appauvri s'il n'y avait pas eu un homme comme Picasso. Mais cela est valable pour tous les hommes qu'on appelle de génie. C'est un fait qu'il y a des gens qui sortent de l'ordinaire. Et c'est Beethoven, c'est Michel-Ange, c'est Picasso, mais encore, les dons qu'on peut avoir ne suffisent pas. Il est clair que pour moi, c'est le regard de Picasso. Vous avez vous-même bien des fois photographié Picasso, et quand je dis le regard, ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir lorsqu'on regarde une photographie, mais c'est ses yeux qui fixent le monde, qui regardent ce monde. Eh bien, le regard de Picasso sur ses contemporains, sur les hommes qui travaillent, sur les hommes qui vivent, sur les hommes qui aiment, sur les hommes qui souffrent, sur les hommes qui espèrent, et le regard d'un homme qui prend parti. Jaime Sabartes. La vérité de Picasso, c'est qu'il est toujours naturel. Par moments, il fait des blagues, quelquefois pour se tirer d'affaire. Daniel Henri Kahnweiler. Eh bien, mais sa vie n'est soumise qu'à la peinture, n'est-ce pas? Il ne pense qu'à la peinture. Vous savez, aussi bien que moi, ou même mieux, puisque vous habitez là-bas, qu'il ne sort même plus. Il ne fait plus que travailler. Et il a passé sa vie à travailler. C'est un homme qui a très peu voyagé. Il n'a jamais été en Allemagne. Il a été une fois à Berne, tout par hasard, parce que son fils y était. Il a été en Italie par accro, comme ça. Il a été en Angleterre pour un congrès communiste. Il a été en Pologne pour un congrès également, c'est tout. Mais il n'a jamais voyagé pour voir du paysage ni rien. Au fond, le monde extérieur, il le voit, mais il ne le recherche pas. C'est un homme qui ne vit pas avec l'idée de ce qu'il va faire le lendemain, dont le travail, dont la vie est nouvelle tous les jours. Il refait sa vie tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Il y a le Braque, par exemple, il y a Juan Gris, dont le travail était normal, naturel, qui continuait, qui améliorait tout leur travail. Picasso, pas du tout. On ne peut pas savoir ce qu'il va faire le lendemain, il ne le sait pas lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un homme pour lequel la vie est une œuvre tous les jours. C'est ça son génie, une espèce de possession, ce besoin de créer.
puisqu'il ne pense plus qu'à ça. Il n'est question, pour lui, il n'est question que de ça, et voilà. Si vous voulez, c'est un homme surtout, c'est le peintre, l'homme qui ne pense qu'à son art, il ne vit que pour son art, ne vit que pour la peinture. Depuis que je le connais, il n'a fait que ça. Ces images de Picasso, prises dans l'année qui précède sa mort, montrent combien il avait conservé une vitalité extraordinaire. Il est mort le 8 avril 1973, ayant travaillé même la veille. Ce qui est important, c'est son existence, enfin, cette vie admirable du plus grand peintre de notre temps, en effet. Et puis alors d'être arrivé à cet âge-là et d'avoir encore cette faculté de produire, cette faculté de créer, c'est une chose admirable. Il n'y a pas à le défendre, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à l'exalter, à dire l'admiration qu'on a pour lui, n'est-ce pas? Et mon admiration est infinie, évidemment, je trouve. Je vous dis que c'est le plus grand peintre de notre temps, et peut-être de tous les temps, est-ce qu'on sait? Chose prodigieuse que la vie de cet homme-là, la peinture de cet homme-là.